galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse sur le jeu Star Wars Outlaws. Dimanche dernier, nous avons pu découvrir le trailer et la révélation de ce jeu ainsi que sa date de sortie prévue pour 2024. Mais lundi, lors de l'Ubisoft Forward, nous avons pu découvrir également toute une séquence de gameplay de 10 minutes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc revenir sur tous les détails et choses intéressantes qu'il y a à remarquer dans le trailer, mais également dans le gameplay qui nous a été révélé lors de la conférence d'Ubisoft. Sans plus attendre, commençons donc avec l'analyse du trailer. Ce trailer commence donc par une bataille spatiale qui voit s'affronter les forces de l'Alliance Rebelle et de l'Empire Galactique, et on peut remarquer qu'il y a différents vaisseaux bien connus avec par exemple des GR-75, des CR-90, des X-Wing, des Y-Wing, des chasseurs taille classiques, des taille LN, ainsi que des destroyers impériaux. On peut remarquer que cette bataille spatiale se déroule proche d'une planète bleutée, peut-être s'agit-il d'une planète que l'on voit un petit peu plus tard dans la bande-annonce, mais j'y reviendrai à ce moment-là. L'arrivée fracassante du Star Destroyer me fait énormément penser à ce qu'on a pu voir dans les jeux Battlefront 2, mais également dans Rogue One. On peut remarquer ensuite un plan avec des Stormtroopers dans ce qui semble être une base impériale. On peut remarquer que les Stormtroopers du premier plan sont en train de marcher alors que ceux de l'arrière sont en garde à vous. On voit également dans le fond de l'image un chasseur taille passer, laissant entendre qu'il s'agit du hangar de cette fameuse base. On retrouve ensuite le syndicat Pike, et plus précisément le look qu'ils ont adopté pour le film Solo A Star Wars Story. On reviendra plus tard sur les Pike, mais ils ont aussi gardé l'apparence qu'ils avaient dans le livre de Boba Fett. On remarque par la suite le corps de Han Solo dans la carbonite alors qu'il est amené au palais de Jabba. Le puissant Hutt est escorté par des gardes gamoréens et on distingue bien les deux soleils de Tatooine. On nous a communiqué que le jeu se passerait entre les épisodes 5 et 6 de la saga Skywalker, mais ici nous avons une datation un peu plus précise. Étant donné que Jabba a récupéré Han Solo sur Tatooine, nous nous plaçons ici juste après les événements du crossover War of the Bounty Hunters. Il semblerait assez logique qu'on puisse d'ailleurs croiser Boba Fett dans le jeu vu l'univers que cela va développer. Autre scène, autre ambiance, car on peut voir dans un environnement qui a l'air assez froid un Sulustin se faire tuer par un Melito, la même espèce que Sarcoplank apparu dans l'épisode 7, le réveil de la force. On peut remarquer d'ailleurs que le Melito utilise une vibrolame pour découper ce pauvre Sulustin. On retrouve ensuite une cantina dans laquelle on peut voir de très nombreux aliens, comme par exemple un Rhodien, un Gamoréen, un Danzikane, une espèce vue dans Solo A Star Wars Story, et enfin une Twi'lek à la peau verte qui fait office de barmaid. On retrouve enfin le personnage principal de Outlaws en la personne de Kay Vess. On la voit en pleine partie de Sabak Corellian Spike avec un Aqualish et un Quarren. On peut remarquer sur la table plein de crédits différents ou même les dés de Sabak qu'on a pu voir dans Solo A Star Wars Story. On ne connaît pas les mains des joueurs mais on peut remarquer qu'ils ont 5 cartes maximum en main ce qui respecte bien les règles du Corellian Spike. L'inclusion de ce jeu dans le trailer me fait penser qu'on pourra peut-être jouer au Sabak dans le jeu. On nous présente également lors de cette scène Nix, l'animal de compagnie de Kay. Cet animal sera doublé par D. Bradley Baker qui double tous les clones dans The Clone Wars mais également Nubs dans la série Young Jedi Adventures. Nix fait partie d'une espèce tout à fait nouvelle créée pour le jeu et qui s'appelle les Mercals. Il se faufile entre les jambes des joueurs de Sabak et on peut remarquer qu'il pourrait être utilisé pour faire des diversions mais ça on le verra plus en détail dans la partie gameplay. Alors que Kay tente d'échapper à des chasseurs de primes, la diversion de Nix crée une bagarre dans la cantina ce qui permet à Kay de s'échapper. On remarque d'ailleurs d'autres aliens dans cette cantina avec par exemple ici un Trandoshan ou encore ici un Ithorian qui perd malencontreusement sa boisson. Nous voyons par la suite Kay échapper à ses poursuivants à dos de Motojet, un modèle qui ressemble beaucoup au Joben T85 que l'on a pu voir par exemple dans la série Rebels ou The Clone Wars. On découvre par la suite le paysage de la lune de Toshara, un nouveau lieu créé pour le jeu. Ensuite nous voyons Kay dans les rues d'une ville qui semble être au loin celle de Canto Bight car on la voit plus tard dans le trailer. Ensuite nous retrouvons Kay probablement encore sur la lune de Toshara mais dans une grotte qui ressemble beaucoup aux formations rocheuses que l'on peut voir dans les paysages de cette lune. On voit que Nix se place en avant de Kay, peut-être qu'il sera à certains moments du jeu un moyen de savoir où se rendre. On découvre ensuite le vaisseau de Kay Vess qui s'appelle le Trailblazer. Il s'agit d'un cargo léger EML 850, un nouveau modèle créé pour le jeu et qui date de l'époque de la République. On voit par la suite Kay confrontée à deux nouveaux personnages, d'ailleurs remarquons qu'elle a un tatouage sur la poitrine, deux personnages donc avec l'humain Jaylen et le droïde ND5. Jaylen semble proposer une mission à Kay et sans doute que certaines images que nous allons voir plus tard dans le trailer sont en lien avec cette fameuse mission. Je ne sais pas si on peut lui faire confiance, mais il partage la même passion que Lando Calrissian pour les caps. L'autre personnage est un droïde appelé ND5 ou juste ND et est un droïde de série BX,
un ancien droïde commando de l'Alliance séparatiste. C'est d'ailleurs lui qu'on retrouve sur la couverture du jeu aux côtés de Kay Vess. Ensuite, nous voyons Kay et ND s'infiltrer dans un lieu qui a l'air assez fortuné, peut-être s'agit-il de Canto Bight. On voit en tout cas 2 Stormtroopers qui montent la garde. Kay semble vouloir s'introduire dans un endroit assez particulier, on remarque par exemple une énorme porte ressemblant à celle d'un coffre-fort. Peut-être s'agit-il de la fameuse mission proposée par Jaylen, et qui se déroulerait donc dans la ville de Canto Bight sur la planète Cantonica. Ensuite, nous voyons Kay Vess poursuivi par des chasseurs de primes qui semblent être des Trandoshan. Il me semble que l'un d'entre eux est armé d'une TL-50, une arme inventée pour les jeux Star Wars Battlefront, et arme iconique d'Aiden Versio dans le second jeu. L'environnement me rappelle pas mal la planète Tatooine que l'on a déjà vue au début du trailer. Alors que Kay parvient à échapper à ses poursuivants, on voit ensuite un Rancor, encore un lien avec la planète Tatooine. On voit par la suite Kay à bord de son vaisseau sortir de l'hyperespace vers une planète bleutée. Peut-être s'agit-il de la même planète que la bataille qui a vu s'affronter les rebelles et l'Empire au début du trailer. Cette planète ressemble pas mal à celle de Kijimi vue dans l'épisode 9, une idée confortée par le plan suivant qui montre une ville de Kijimi. On retrouve par la suite la ville de Canto Bight sur la planète Cantonica. On y retrouve un personnage mystérieux, un humain vêtu d'une fourrure d'animal. Peut-être s'agit-il d'une personne importante d'un syndicat du crime ou est-ce la personne qui va être braquée par Kay dans le jeu. On retrouve ensuite les Pike qui semblent examiner un cristal. On voit d'ailleurs que l'un des 2 Pike n'a pas de casque et reprend le look qu'ils ont dans la série Le Livre de Boba Fett. Muni de macro jumelles, on voit ensuite Kay observer de loin sur la lune Toshara une navette impériale de classe lambda accompagnée par quelques chasseurs Tyalen. On retrouve ensuite Kay à bord de son vaisseau accompagné de Nyx et de ND. Elle semble piloter le Trailblazer au beau milieu de la bataille que l'on a aperçue au tout début du trailer. Participe-t-elle aux côtés de la rébellion dans cette bataille contre les forces impériales ou profite-t-elle de cette bataille pour pouvoir s'échapper de la planète? Avec les informations qui nous sont données dans ce trailer, il est impossible d'en savoir plus. Kay détruit tout de même un TIE Fighter avec les canons laser de son vaisseau et l'on peut remarquer plusieurs Nebulon B participant à cette bataille. Avant de passer à la partie gameplay, attardons-nous sur le logo du jeu Star Wars Outlaws qui ressemble beaucoup à celui de Solo A Star Wars Story. On retrouve aussi dans une vidéo consacrée à l'actrice qui incarne Kay Vess dans le jeu une version néon de ce logo qui rappelle beaucoup la première apparition du titre du film dans Solo Star Wars Story. Sans doute s'agit-il d'une inspiration pour faire écho au film qui présentait le monde de la pègre. Maintenant que nous avons vu tout ce qu'il y avait à remarquer dans ce premier trailer, voyons voir ce que nous avons pu découvrir dans le gameplay. Ce gameplay commence avec un plan sur une table où l'on voit divers objets. Tout d'abord, on remarque un cristal qui pourrait être le même que celui dans la bande-annonce, où on l'a vu en possession des Pike. D'ailleurs, en parlant de ces derniers, on voit un masque Pike sur la gauche. On peut remarquer également un paquet de cartes et une paire de dés pour jouer au sabak. On voit également des crédits, dont des crédits impériaux, et aussi des datacartes. L'objet sur la droite est celui que Kay est censé récupérer et grâce à Nyx, elle parvient à le prendre. On passe maintenant à une phase de gameplay à 100% puisque là, Kay va devoir s'échapper de ce repère des Pike. Je préfère préciser que toutes les commandes qui apparaissent dans ce gameplay correspondent à une manette de Xbox. On peut remarquer en bas de l'écran le bouton LB pour le blaster et le bouton RB pour contrôler Nyx et ses différentes actions, comme on pourra le voir tout à l'heure. Nous voyons aussi quelques éléments du HUD avec par exemple tout en haut la précision qu'il s'agit d'une zone interdite et à droite l'objectif en cours. On peut remarquer que les Pike sont en possession de différents vaisseaux comme un A-Wing RZ-1, un TIE LN ou encore des parties d'un TIE MG de la guilde minière. Nous voyons aussi en détail quelles sont les commandes que l'on pourra utiliser avec Nyx, à savoir attaquer un ennemi, distraire ou encore interagir avec un objet. On peut remarquer de nombreuses choses dans cette salle un petit peu désordonnée, comme par exemple le corps d'un droïde 3PO, un Landspeeder X-34 comme celui de Luke Skywalker dans l'épisode 4, un container de Rhydonium qui d'ailleurs explose de la même façon que dans The Clone Wars, ou encore un droïde Treadwell WED. Afin de pouvoir combattre contre un Pike muni d'un bouclier, on peut remarquer que le blaster de Kay est modulable, un peu de la même façon que le A180 présent dans le film Rogue One avec un tir létal, un tir ionique et un tir paralysant. On remarque aussi pendant l'affrontement que Nyx peut récupérer des objets pour Kay. Car là on voit par exemple un objet médical qui pourrait être récupéré par le petit animal, ou bien un fusil blaster. C'est de cette façon qu'elle récupère un fusil blaster A300, une arme qui est apparue pour la première fois dans Rogue One A Star Wars Story, mais également dans Solo A Star Wars Story. Afin d'échapper aux Pike, on peut remarquer que Kay fait usage d'un grappin, avant d'aller récupérer une motojet. Si l'on regarde le HUD, les ennemis qui ne sont pas présents dans notre champ de vision sont indiqués en haut de l'écran, mais également on peut remarquer que l'on peut faire un boost en appuyant sur le joystick gauche. Deux Pike sur
des motojets se mettent à la poursuite de Kay et on peut remarquer qu'ils ont des modèles assez similaires à ceux des Kintan Striders que l'on a vu dans le livre de Boba Fett, ce qui est assez logique puisqu'ils étaient embauchés par les Pike. On peut remarquer en bas à gauche dans le HUD une sorte de capacité spéciale qu'il va falloir activer en appuyant sur les deux joysticks. En faisant cela, on ralentit le temps et il est possible de cibler jusqu'à 5 ennemis, ce qui déclenche ensuite une attaque rapide, ce qui est somme toute assez pratique lorsqu'on combat sur une motojet. On a pu le voir tout à l'heure dans la base des Pike, mais on remarque dans le ciel de Toshara un transport utilipide Cien-Archal que l'on a pu déjà voir dans le parc Galaxy's Edge. On peut remarquer grâce au HUD que nos actions ont eu une influence car le vol qu'a commis Kay a détérioré sa réputation auprès des Pike. On peut imaginer qu'il y aura tout un système quant à la réputation que l'on aura vis-à-vis des différents syndicats du crime qui seront présents dans le jeu. On découvre un nouveau lieu, une petite ville qui s'appelle Jonta's Hope, que l'on pourrait traduire par l'espoir de Jonta. On voit le nom de la ville sur le panneau à l'entrée en Aurebesh, mais également via le HUD du jeu. Après avoir garé sa motojet, Kay se rend dans une cantina. On peut remarquer diverses choses écrites elles aussi en Aurebesh. On nous y précise quel genre de nourriture est servi dans cette cantina. On y retrouve les noms suivants: Fompa Bread, du Kushnip présent dans l'épisode 7 dans le château de Maz, du Borgola Stew, du Cerulean Yam Stew, les yams étant des tubercules comestibles présentes dans le roman Les Ombres de l'Empire. Et enfin on retrouve les Empona Noodles. On peut remarquer également sur la droite le prix en crédit que chaque plat coûte. On peut remarquer sur la gauche les inscriptions suivantes: Arca Vroka, Grand Champion, et en tout petit à droite Fathier Racing, ce qui implique qu'il s'agit de courses de Fathiers, les grands animaux que l'on a vus dans l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Cela ne me semble pas impossible que dans le jeu on puisse réaliser des courses, que ce soit de Fathiers ou encore de Speeder ou de Motojet, en tout cas ce serait assez sympathique à voir dans le jeu. Kay retrouve le droïde ND5 dans cette cantina où elle a rendez-vous avec son commanditaire. Il s'agit d'une Mon Calamari appelée Danka. Lorsque Kay entre dans la salle pour rencontrer Danka, on peut remarquer un hologramme. Danka et son invité, un officier impérial, regardent un combat qui n'est pas sans rappeler les combats de gladiateurs, comme par exemple ceux que l'on a vus dans la saison 2 de The Mandalorian. Lorsque Kay remet à Danka ce qu'elle a volé au Pike, on est confronté ici à un choix. L'impériale nous fait comprendre qu'elle veut une petite part de nos revenus, et nous sommes donc face à un choix. Nous pouvons décider de ne rien faire ou de lui donner de l'argent pour ne pas avoir de problème. Ce choix a l'air assez important pour ce qui va se passer dans la suite du gameplay, donc à voir comment les choix seront gérés dans ce jeu. Suite à cette confrontation, on peut remarquer qu'on gagne bel et bien 2500 crédits, peut-être que l'on pourra dépenser cet argent pour acheter de l'équipement, des vêtements ou même changer la coiffure de Kay. D'ailleurs en parlant de sa coiffure, elle semble fortement inspirée par les concept art de Rey avant la sortie de l'épisode 7, à l'époque où elle était encore appelée Kira. Alors qu'elle regagne la cantina, on peut voir sur un écran les résultats d'une course de vaisseau, avec apparemment comme vainqueur un transport interstellaire WTK-85A, c'est-à-dire le même genre de vaisseau que celui utilisé par Ochi de Bestoon, l'assassin que l'on voit dans l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Ces écrans vont rapidement changer de programme car vu que Kay est recherché par l'Empire, des avis de recherche apparaissent sur tous les écrans. Le fait que l'on soit recherché est assez subtilement montré par un écran tout rouge avec marqué Wanted. On peut remarquer également écrit en Aurebesh les mots suivants: Imminent threats to public safety or imperial security, ou soit en français menace immédiate pour la sécurité publique et impériale. On peut remarquer tout en haut de l'écran dans le HUD une sorte de boussole qui nous indique où est notre vaisseau. Les renforts impériaux ne tardent pas à arriver car l'on voit une navette de classe Sentinelle débarquer à côté de la ville de Jonta's Hope. Alors que Kay regagne son vaisseau, on peut remarquer plusieurs droïdes Astromech R5, mais également plusieurs aliens comme cette Twi'lek. On peut remarquer également qu'il y a une sorte de niveau de recherche de l'Empire qui est matérialisé en haut à gauche de l'écran. L'extérieur du logo impérial est rempli à moitié, ce qui indique peut-être un niveau 3 de recherche. En rentrant dans le vaisseau, on voit la commande Use Workbench qui correspond à l'utilisation d'un établi. Peut-être s'agira-t-il d'un lieu dans le vaisseau où l'on pourra améliorer nos équipements. Ce n'est pas montré dans ce gameplay, mais il me semble qu'il y a différentes pièces à bord du vaisseau. Kay retrouve le droïde ND dans le cockpit et on peut appuyer sur Y afin de s'asseoir sur le siège de pilote. Une fois assise, on remarque les commandes suivantes: appuyer sur Y pour ouvrir la carte, appuyer sur B pour se lever et appuyer sur A pour décoller. Cette démo de gameplay nous montre donc le Trailblazer décoller, le vaisseau quittant l'atmosphère de Toshara. D'après ce qui nous est montré dans ce gameplay, il nous sera possible de rejoindre directement l'espace depuis l'atmosphère d'une planète et ce de façon fluide. Après quelques instants, le vaisseau rejoint l'orbite de Toshara, où il sera poursuivi par plusieurs chasseurs
chasseurs impériaux. On peut remarquer au loin une sorte de chantier naval assez similaire à ce qu'on a pu voir dans Battlefront 2 notamment avec la planète Fondor. On pourra également combattre dans l'espace comme nous le montre cette portion du gameplay. Le système de combat ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans Battlefront 2, on voit par exemple le petit cercle blanc qui indique l'endroit qu'il faut viser afin de toucher les vaisseaux ennemis. Lorsqu'on abat un chasseur taille, on peut remarquer que le niveau de recherche impériale est passé de 3 à 4. Afin de pouvoir se repérer, on peut remarquer également qu'il y a des petites flèches rouges vers le centre du HUD afin d'indiquer les ennemis qui sont hors champ. Si on s'attarde sur le HUD, on a toujours l'objectif en haut à droite, la recherche en haut à gauche, mais en bas à gauche on remarque aussi la commande pour actionner l'hyperdrive. On voit également en bas à droite diverses armes qui seront disponibles sur le vaisseau avec apparemment 5 missiles que l'on peut lancer en appuyant sur la touche A. Il y aura également une tourelle assignée au bouton B et ce qui semble être une réparation du vaisseau en appuyant sur la touche X. De ce même côté on peut remarquer deux jauges. La première est bleue et intitulée Shields en Aurebesh. Ce sera donc notre jauge de bouclier. En bas, nous voyons l'inscription Hull HP qui correspond à la coque du vaisseau. Une fois que le vaisseau s'est écarté des débris, on peut passer en hyperespace. Cela déclenche un menu dans lequel on peut sélectionner sa destination. La seule qui nous est disponible dans ce gameplay est l'orbite d'Akiva, et on peut remarquer au-dessus Unknown Coordinates, donc coordonnées inconnues, à côté duquel on peut voir un point d'interrogation en Aurebesh. C'est donc vers l'orbite d'Akiva que le vaisseau va se diriger, et l'on peut remarquer diverses choses écrites en Aurebesh alors que le vaisseau se prépare à passer en hyperespace. En effet, on peut lire Calibrating Hyperdrive, donc réglage de l'hyperdrive, Linking Navicomputer, soit liaison avec le nav-ordinateur, Calculating Hyperlane, soit calcul des hyperroutes, Updating Coordinates, mise à jour des coordonnées, Activating Motivator, activation du motivateur, Evaluating Hull Integrity, soit analyse de l'intégrité de la coque, et enfin Transferring Power, donc transfert de l'énergie. Un croiseur Gozanti débarque dans le système et perturbe le saut dans l'hyperespace. On peut remarquer que le processus de préparation au saut dans l'hyperespace revient en arrière. Le Trailblazer doit donc se décaler afin de pouvoir sauter en hyperespace. On remarquera d'ailleurs que maintenant que le vaisseau a sauté dans l'hyperespace, le marqueur de recherche impériale est revenu à 0. Le Trailblazer arrive donc dans l'orbite d'Akiva, une planète que l'on connaît déjà, grâce à la trilogie de romans Riposte. Il s'agit d'ailleurs du premier visuel que nous avons de cette planète qui était uniquement présente dans des romans. Maintenant que l'objectif d'échapper à l'Empire a été rempli, on peut voir que la quête a été terminée. Une quête qui s'intitulait The Broker, que l'on pourrait traduire par le courtier ou l'intermédiaire. À la fin de ce gameplay, nous avons une sorte d'épilogue qui nous montre plein de choses intéressantes à voir dans le jeu. On peut remarquer un plan sur le Trailblazer qui arrive dans un monde forestier inconnu, ainsi qu'un plan de Kay dans une rue qui semble être dans le même monde. Elle fait d'ailleurs face à un rhodien à peau rouge, une variété de rhodiens qu'on a pu voir notamment dans le livre de Boba Fett. Ensuite, on retrouve Kay sur Tatooine, d'abord face à quelques malandrins, mais pas uniquement car elle fera face aussi à un ATST ou un TSTT en français. On revoit ensuite une ville de Kijimi, dont d'ailleurs on reconnaît bien les rues qu'on a pu voir dans l'épisode 9. Et si l'on regarde bien sur le mur à droite, on peut remarquer le logo de l'Alliance Rebelle. On retrouve l'environnement de Jontas Hope et l'on peut remarquer d'ailleurs sur le côté droit les formations rocheuses qui semblent être les mêmes que dans les grottes que l'on a vues dans le trailer. Dans le ciel de Toshara, on distingue également une navette lambda. Nous voyons ensuite Kay et ND dans un milieu industriel, et on peut remarquer sur la droite un droïde de démolition LIN. Nous voyons par la suite ce qui semble être un personnage important au sein des Pike, peut-être s'agit-il d'un baron local ou du patron du syndicat Pike. Toujours est-il que son apparence est assez particulière avec une cicatrice sur son œil gauche. Concernant les différents syndicats du jeu, nous retrouverons les Pike, les Hutt, mais également un nouveau syndicat appelé Ashiga Clan, ou le clan Ashiga. Retour sur Toshara avec un pont surveillé par un Stormtrooper impérial et auprès duquel on peut remarquer un transporteur de troupes impérial K-79-S80. Les mêmes transporteurs de troupes que l'on a pu voir dans The Mandalorian mais également dans la série Star Wars Rebels. On retrouve ensuite Kay dans une base impériale mais il n'y a pas que des impériaux dans cet endroit car on peut remarquer plusieurs Pike mais également des containers et un vaisseau arborant le logo du syndicat Pike. On peut voir par la suite un combat entre Kay et des Stormtroopers dans la base impériale. On remarquera d'ailleurs un droïde souris MSE6 au sol, et on nous montre ici la capacité de Nyx pour attaquer les soldats ennemis. Ce gameplay s'achève sur un combat spatial durant lequel le Trailblazer fait exploser des objets à l'intérieur de débris spatiaux, ce qui fait exploser un chasseur taille. Peut-être y aura-t-il durant les poursuites spatiales des choses à faire exploser afin de se débarrasser des vaisseaux ennemis. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on pouvait remarquer dans le trailer et le gameplay de Star Wars Outlaws, le futur jeu de Ubisoft et de son studio Massive. J'espère en tout cas que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour dire ce que vous avez pensé du trailer et du gameplay. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos, à très bientôt et que la force soit avec vous.